Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. 26 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire du chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis. L'embarcation avait à son bord des candidats à l'immigration qui voulaient rejoindre l'Espagne. Le président Macky Sall a réagi à travers un tweet pour exprimer toute sa compassion et sa solidarité. Conclusion du dialogue national, le rapport sera officiellement remis au chef de l'État ce lundi 4 mars. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur les grandes lignes du document lors d'une rencontre avec la presse. Arrivée du FPSO et du FLNG sur les champs, le Sénégal va démarrer très prochainement l'exploitation du gaz et du pétrole, à baisse des hydrocarbures, du coût de l'électricité, entre autres attentes des Sénégalais avec des perspectives économiques rassurantes. C'est à suivre dans le grand format économique. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a quitté Dakar en milieu de journée pour se rendre à Alger sur invitation du président algérien Abdelmajid Tebboune. Le président Macky Sall va prendre part au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tient dans la capitale algérienne. À son départ, le président de la République a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le retour du chef de l'État est prévu demain samedi. Et puis, notre consoeur Maïmouna Ndour Faye a été victime d'une agression hier soir après une émission. Elle a perdu beaucoup de sang. Maïmouna Ndour Faye a été admise aux urgences. Aux dernières nouvelles, son pronostic vital n'est pas engagé selon ses proches. Et ce tweet du chef de l'État Macky Sall: je condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye. La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice. Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays. Et je vous fais également lecture de ce communiqué. Le directeur général de la RTS, M. Racine Talla, a appris avec stupeur et consternation l'agression sans nom dont a été victime Maïmouna Ndour Faye, responsable de la chaîne de télévision 7TV. Il assure Maïmouna Ndour Faye de son soutien total et sans réserve et condamne avec fermeté cet acte barbare perpétré contre elle et invite les autorités à ouvrir sans délai une enquête aux fins d'arrêter et de livrer le coupable à la justice pour des sanctions à la hauteur de l'ignominie commise, signé le directeur général de la RTS. Autre aspect de l'actualité, le rapport issu du dialogue national sera officiellement remis au président de la République ce lundi 4 mars, une étape cruciale dans le processus démocratique du pays. En prélude à cet événement, le ministre de l'Intérieur a fait face à la presse, levant le voile sur les conclusions majeures de ces échanges constructifs. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Ibrahim Mandon. En face à face pour vider toutes les questions relatives au dialogue. Devant la presse nationale, Maître Sidiki Kaba se veut clair. Toutes les deux commissions mises en place n'ont qu'un seul objectif: faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement du climat politique. Mais avant tout, il a tenu à rappeler le contexte dans lequel le dialogue a été organisé. En guise de rappel, par décision numéro 2, E 2024, du 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel avait proclamé la liste définitive des 4 candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Par ailleurs, il existe des candidats qui contestent les méthodes de contrôle de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Ils estiment que le processus électoral de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est émaillé d'incidents, de contestations, suite
à l'élimination et à la validation de plusieurs candidats. Des dysfonctionnements graves et récurrents, dont les effets sont toujours en cours, ont aussi été relevés. Selon eux, le contrôle du parrainage a permis de noter des manquements graves liés au fichier général des électeurs et aux défaillances techniques du logiciel de contrôle des parrainages, lesquels doivent être définitivement purgés. Le Conseil constitutionnel a également constaté l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue du 25 février 2024, la seule date constitutionnelle qui restait. Dès lors, il a invité les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Par conséquent, la détermination d'une date consensuelle dans le cadre d'un dialogue national était devenue essentielle. Or, entre le 26 février prévu pour le démarrage des travaux du dialogue et le 2 avril 2024, correspondant à la fin du mandat du président de la République, il ne restait plus que 35 jours. Le dialogue avait pour objectif de prendre en compte les thèses défendues par les différents acteurs, les forces vives de la nation, et tenir l'élection avant le 2 avril 2024 avec la liste des candidats admis et réexaminer éventuellement les dossiers de candidature déclarés irrecevables ou aller à l'élection uniquement avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'autre commission a été chargée de réfléchir sur la situation du pays après le 2 avril, date à laquelle le président Macky Sall termine officiellement son mandat à la tête du pays. Le président de la République, Macky Sall, a affirmé d'une façon claire et nette que son mandat à la tête de l'État du Sénégal s'est terminé le 2 avril 2024. Et il l'a dit de façon formelle et répétée à travers le temps. Si vous vous rappelez, le président de la République, Macky Sall, a eu à dire, et ça, c'est un rappel qui est très important. Je tiens à le souligner à mes compatriotes que cette fin de mandat est définitive à mon endroit. Je dois vous dire que c'est une situation inédite au Sénégal. C'est-à-dire, notre Constitution a prévu les cas de vacances. Ces cas, c'est l'empêchement, c'est la démission, c'est aussi le décès. Dieu nous en préserve. Donc, on ne se trouve pas dans ces trois cas. Or, un pays doit fonctionner. C'est la raison pour laquelle cette commission a dit, se fondant sur la Constitution, l'article 36.2, que le président en exercice, et lui en font la demande, qu'il accepte de rester en place pendant les 2 mois restants pour l'organisation de l'élection, pour que la transmission du pouvoir puisse se faire. Toujours dans cette dynamique de trouver un consensus autour de l'essentiel, le ministre de l'Intérieur fait des précisions. Le président a dit que c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher, en dernière instance. Bien qu'il ait organisé ce débat, bien qu'il ait organisé ce dialogue national, il va lui aussi soumettre les conclusions de ce dialogue au Conseil constitutionnel qui prendra une décision définitive. Ça aussi, il faudrait qu'on s'entende sur ça. Il y a un processus.
Et ce processus-là arrivera à son terme lorsque le Conseil constitutionnel déterminera une date qui sera la date qui va s'imposer à nous tous, en rappelant que les décisions du Conseil constitutionnel, c'est insusceptible de voie de recours, ce sont des décisions définitives. La loi d'amnistie qui a été adoptée au Conseil des ministres ce mercredi a été aussi soulevée. L'amnistie intervient lorsqu'un peuple a été confronté à des traumatismes qui ont impacté mentalement et psychologiquement ce peuple et qui aujourd'hui décide de fermer cette page et, par le pardon parlementaire, de rouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Wade, chacun d'eux a été amené à un moment à faire voter une loi d'amnistie. Donc, c'est un mécanisme que tous les pays utilisent. Ce face-à-face avec la presse a été une occasion pour Maître Sidiki Kaba de parler de l'importance que constitue la société civile dans un pays, surtout en de pareilles circonstances. Une situation qui mérite une solution réfléchie pour l'intérêt supérieur de la nation. À présent, les échos de la 13e conférence des ministres du commerce à Abu Dhabi. Elle se poursuit avec des discussions cruciales sur le commerce électronique et le développement intégré. Ces secteurs en plein essor, notamment dans les pays les moins avancés comme le Sénégal, sont au cœur des débats. L'enjeu majeur est la révision des cadres législatifs et réglementaires qui encadrent ces domaines vitaux. À Abu Dhabi, nous retrouvons Pape Sididia et Kaltoum Gueye. Les transmissions électroniques, un secteur en pleine expansion dans nos pays, objet d'une attention particulière dans cette 13e conférence ministérielle de l'OMC. Alors la question de la taxation des transmissions électroniques est une question extrêmement importante au niveau de l'OMC. Comme vous le savez, depuis 1998, les ministres ont demandé aux États, de maintenir les pratiques actuelles consistant à ne pas appliquer de droits de douane sur les transmissions électroniques. Et donc, un programme de travail a été mis en place lors de cette 2e conférence ministérielle, mais ce moratoire sur les transmissions électroniques a été reconduit à chaque ministériel. Et donc, après 26 ans de mise en œuvre, certains membres estiment qu'il est temps de faire une évaluation. Avec près de 10 milliards de dollars de recettes perdues par an, c'est l'occasion donc pour ces pays de revoir l'impact du commerce électronique sur les recettes douanières. Mais nous pensons que de plus en plus, vu l'augmentation croissante du commerce électronique, il est temps en tout cas de réfléchir. D'autres membres également proposent d'appliquer des taxes intérieures, donc à la place des recettes douanières. Et la difficulté par rapport à la taxation, c'est que, comme vous le savez, pour taxer une marchandise, il faut 3 éléments. Il faut connaître la valeur, il faut connaître son origine, et il faut connaître son espèce. Et actuellement, disons, il y a un pays, par exemple, qui a créé un chapitre, une ligne tarifaire pour les produits numérisés, c'est l'Indonésie. Mais il y a des difficultés pour connaître la valeur, il y a des difficultés pour connaître l'origine, et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'États, techniquement, ne sont pas outillés pour taxer des transmissions électriques. Parce que vous pouvez rester dans votre salon et commander acheter de la musique, acheter un livre, et se télécharger tout simplement. Et ça échappe à la douane. Le Sénégal a également, avec les pays les moins avancés, un autre sujet à défendre dans les négociations, la continuité du programme du cadre intégré, renforcé. C'est un programme dont la mise en œuvre a démarré depuis 2012. Là, nous sommes en train de dérouler la 2e phase qui, en principe, doit prendre fin à partir de décembre 2024. Naturellement, notre présence dans le cadre de cette CM13 à Abu Dhabi devait nous permettre de discuter avec nos bailleurs traditionnels, mais au-delà des bailleurs traditionnels, de discuter avec d'autres bailleurs pour nous permettre, par exemple, d'obtenir beaucoup plus de financement qui pourrait nous permettre de continuer la mise en œuvre du programme dans le cadre d'une 3e phase. Parce que cette 3e phase est extrêmement importante. Elle pourrait permettre d'éviter tout dysfonctionnement lié à la mise en œuvre du programme
d'éviter la disparition des unités nationales de mise en œuvre et plus particulièrement de continuer à aider les PMA et parmi lesquels le Sénégal à bénéficier davantage de l'aide pour le commerce. Pour rappel, ce programme a déjà financé 7 projets de développement d'un coût global de 4 milliards de francs CFA. Il est attendu donc dans les travaux que les questions sur la transmission électronique et le développement intégré trouvent des réponses inclusives. Exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Avec l'arrivée récente du FPSO et du FLNG sur les champs, le pays ouvre un nouveau chapitre prometteur de son histoire économique. Les attentes des Sénégalais sont immenses, espérant que ces ressources naturelles seront le levier d'une prospérité partagée, d'une diversification économique réussie et d'un soutien au secteur productif. C'est le sujet du grand format économique. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal avec l'arrivée du FPSO à Sangomar et de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Une étape décisive qui conduit au démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Là, on est en train de faire toutes les opérations d'amarrage qui permettent en tout cas de fixer les bateaux sur ce site. Et ça va continuer avec les opérations de hookup. Donc, vraiment faire toutes les installations de pré-commissioning, de tests à pouvoir être prêts, on va dire, pour la production de pétrole, qui est envisagée pour la mi-2024. Au niveau de la production, nous attendons respectivement sur Sangomar, nous attendons une production de pétrole brut de bonne qualité, avec un plateau qui se autour de 100 000 barils. Et ceci en tout cas permettra notamment d'alimenter en partie la raffinerie africaine, la société africaine de raffinage, donc la STAR, et le reste serait exporté sur le marché international. Et sur le projet GTA, nous attendons une production de gaz naturel liquéfié à hauteur de 2,5 millions de tonnes par an. En plus de cela, nous attendons également une production de gaz pour les marchés domestiques à hauteur de 70 millions de standards cubiques feet par jour. Donc l'ensemble en tout cas de cette production, les 2,5 et les 70 millions de standards cubiques feet, seront partagés à égale part, on va dire, entre le Sénégal et la Mauritanie. Avec le projet Grand Tortue Ahmeyim, GTA, la Mauritanie et le Sénégal vont exploiter ensemble une plateforme de gaz naturel. Et cela suscite beaucoup d'espoir chez les populations. Si les ressources naturelles ne suscitent pas de l'espoir, il n'y aura plus d'espoir. Vraiment. Et donc, avoir des ressources naturelles est déjà une bonne chose. Maintenant, l'exploitation, et ça, il faut se référer, on parle beaucoup ces derniers jours de la Constitution. Eh bien, il y a un article dans la Constitution qui dit effectivement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. L'exploitation de ces ressources naturelles doit améliorer le bien-être des populations sénégalaises. C'est normal que les Sénégalais espèrent beaucoup du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, si on voit les pays qui ont réussi aujourd'hui dans ce parcours d'exploitation de pétrole et de gaz, ce sont les pays qui ont misé en tout cas sur une stratégie solide et à long terme. Avoir des recettes ou penser que en tout cas l'argent va couler à flot dès les premiers jours, ça c'est vraiment la pire des choses à avoir. Le Sénégal vise l'accès universel à l'électricité et le pays mise sur ses ressources naturelles pour atteindre cet objectif avec la stratégie Gas to Power. Elle se résume simplement en remplacer le fuel, qui est le combustible qu'on utilise aujourd'hui pour faire l'électricité, par le gaz. Et donc quand on fait ça, on arrive à faire des économies de l'ordre de 30 à 40%. Sachant que le prix de l'électricité, le coût, il y a 70%, c'est le combustible. Donc quand vous arrivez à remplacer un combustible, le fuel, par un combustible qui coûte moins cher, vous arrivez à baisser le coût de l'énergie. Si vous baissez le coût de l'énergie, vous créez ce qu'on appelle une industrialisation. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'industriels qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que simplement l'énergie leur coûte beaucoup trop cher, le prix de l'électricité. Et donc, quand on baisse le coût, on favorise l'industrialisation. Si on favorise l'industrialisation, on favorise l'emploi. Si on favorise l'emploi, on favorise la consommation.
si on favorise la consommation, c'est ça qu'on appelle un cercle vertueux. C'est ça qui amène le développement, c'est ça qui amène l'émergence. Baisse du coût des hydrocarbures, de l'électricité, entre autres impacts. Le Sénégal devrait s'inscrire dans une dynamique de transformation et de valorisation de ses ressources naturelles, ce qui va permettre à notre pays de produire de l'urée, par exemple, un pas vers l'autosuffisance alimentaire. Et nous, on a un projet pour faire une usine d'urée qui va faire 1 200 000 tonnes. C'est un projet important, ce sera le plus important projet onshore du Sénégal. Et ce projet-là va nous permettre non seulement de satisfaire la demande locale, mais aussi d'exporter et d'inverser la balance des paiements. Au lieu de nous importer de l'urée, exporter de l'urée vers les États-Unis, le Brésil, c'est comme ça qu'on valorise le gaz. C'est un exemple. 700 milliards de francs CFA de recettes par an prévus avec l'exploitation du gaz et du pétrole. Les opportunités sont nombreuses pour le Sénégal et pour les exploiter pleinement, notre pays a voté la loi sur le contenu local, un mécanisme de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans les contrats pétroliers et gaziers. Beaucoup d'entreprises, en tout cas sénégalaises, ont des intérêts ou bénéficient directement de l'activité de développement qu'il y a eu dans le chantier. Que ce soit au niveau du port de Dakar, où il y a eu plus de 1700 Sénégalais qui ont été employés, en tout cas, dans la construction des caissons, qui sont en tout cas ces blocs de béton qui sont utilisés sur les sites de telle sorte à abriter les installations. Donc, plus de 1700 Sénégalais, plus de 300 entreprises qui sont intervenues là-bas. Et il en est de même aujourd'hui. Donc sur le projet Sangoma, avec les différentes installations des sous-traitants qu'il y a au niveau du port avec la supply base, mais également les autres installations de traitement, de logistique, etc. Donc ça, c'est vraiment des retombées économiques et des retombées d'un point de vue qu'on peut appeler social. À cela s'ajoute la loi relative à la répartition et à l'encadrement des recettes issues des hydrocarbures, autant de politiques mises en place par l'État pour permettre aux Sénégalais de mieux tirer profit de ces ressources. Voilà la rubrique économie qui est revenue sur les retombées économiques de l'exploitation du pétrole et du gaz. Intégration systématique des questions de genre dans les politiques financières et budgétaires du pays. La première rencontre du Comité national des points focaux genre du ministère des Finances et du Budget a été tenue pour l'activation officielle de cette instance. Cette rencontre constitue une étape importante dans l'engagement du ministère des Finances et du Budget à matérialiser l'objectif assumé de la prise en compte à tous les niveaux de l'approche genre dans les programmes et structures du département, conformément aux directives du ministre et à l'ambition du chef de l'État. Il est aujourd'hui reconnu que le développement durable ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est dans cette logique que désormais, toutes les perspectives des politiques économiques et sociales et d'évolution des sociétés mettent en lien de manière indissociable la question de la promotion de la femme avec la croissance économique en vue de l'émergence et du développement durable. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette stratégie au niveau sectoriel, le ministère des Finances et du Budget a institué son organe interne de coordination des thématiques liées au genre, intitulé « Cellule genre et équité ». Il s'agira sur le long terme, puisque une fois qu'on aura fait la situation, la cartographie, c'est sur cette base-là maintenant que nous allons procéder à l'exercice de planification stratégique. C'est un exercice que nous serons amenés à faire nous-mêmes, à identifier quels sont les axes, quelles sont les activités que nous pouvons mener pour véritablement combler les lacunes en termes de politique de genre au sein du ministère et améliorer le travail qui a été fait jusque-là. La stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre mise en place par le gouvernement va permettre de faire du Sénégal un pays émergent sans discrimination où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Ces avancées se traduisent par des réformes institutionnelles et législatives ainsi que par l'adoption de stratégies d'envergure nationale à l'instar de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEG 2016-2026, animée au plan Sénégal émergent et qui est le fil conducteur de la politique de genre de notre pays.
Cette stratégie nationale sera également mise en œuvre au niveau local dans les 14 régions du Sénégal, où seront installés les comités régionaux des points focaux, genre du ministère des Finances et du Budget. Chaque comité régional réunira le point focal de la région et les points focaux des collectivités territoriales sous la présidence du chef de service régional du Trésor. La journée internationale de la protection civile célébrée ce vendredi 1er mars zoome à présent sur les chantiers de Dakar où la sécurité des ouvriers balance entre négligence et nécessité avec de nombreux travailleurs exposés au danger sans l'équipement de protection requis. Cependant, une visite sur le chantier de la RTS révèle un contraste saisissant et c'est le respect rigoureux des normes de sécurité est non seulement prôné, mais strictement appliqué, nous dit Mamadou Seck. Des ouvriers sur des échafauds sans aucune protection, comme édicté par les normes de sécurité sur les chantiers. Certains se livrent à des comportements suicidaires. Des scènes très fréquentes dans certains chantiers à Dakar. Personne ne veut aborder le sujet face caméra. Sur le chantier de la tour de la RTS, le respect des règles est strict. Par rapport à l'accès au chantier, il y a d'abord l'induction sécurité qui est imposée à toute personne, qu'elle soit un travailleur comme visiteur qui va entrer dans le chantier, mais également il y a le port des EPI qui est obligatoire. Il s'agit des équipements de protection individuelle, comprenant le casque, le gilet et les chaussures. Le port du harnais pour les ouvriers est aussi obligatoire. L'harnais est utilisé pour les travaux en hauteur. Lorsque la personne est sur la plateforme, il y a à chaque fois un garde-corps qui est fixé, qui va permettre à la personne de s'accrocher en cas de chute. Parce que l'échafaudage qui est mis peut avoir une défaillance. Au préalable, il y a un contrôle, une vérification qui est faite sur l'échafaudage qui est posé. Mais en cas de défaillance, lorsque la personne va tomber, le fait qu'il ait accroché l'harnais va lui permettre de ne pas tomber. L'accès à la zone de levage est restreint et indiqué par cette balise. Seules les personnes qui vont travailler dans le levage seront acceptées dans la zone qui est balisée. Également aussi, sur les opérations de levage, au préalable, il y a une préparation qui est faite. Il y a un chargé de levage qui est là-bas et ce chargé de levage prend en compte le plan de levage, le matériel qu'il y a à soulever, voir l'adéquation qu'il y a entre le poids du matériel et le poids que la grue doit soulever. Tout contrevenant à ces mesures de sécurité s'expose à des sanctions. Elles peuvent aller de la mise à pied au renvoi définitif de l'ouvrier. Et parlons des risques professionnels méconnus des soudeurs et mécaniciens. Ces artisans, au cœur des étincelles et de la chaleur, négligent trop souvent les équipements de protection indispensables, s'exposant à des dangers immédiats et des conséquences à long terme, comme des maladies respiratoires. Salou Seck nous plonge dans leur quotidien reportage. Rue 1, nous sommes à la Médina, non loin de la RTS. Installés ici depuis les années 70, Abdou Wahab Fall et ses frères font de cette activité leur gagne-pain. C'était un atelier de mon défunt père. J'ai appris ce métier ici et aujourd'hui je suis le chef de cet atelier. Chaque jour, Wahab et ses apprentis sont en contact direct avec les projections de particules de métal ainsi que la chaleur des matériaux, sans porter parfois les équipements nécessaires pour leur protection. Nous avons des équipements pour se protéger, mais parfois il n'est pas facile de porter les gants pour faire le travail. Parfois on sent un problème respiratoire et on tousse beaucoup. On est aussi confronté à des blessures causées par les flammes. On est habitué maintenant. Avant, on avait des difficultés pour faire le travail avec les étincelles. Parfois, nous sentons des douleurs au niveau de nos poumons. Des risques énormes liés au soudage sont notés. Non loin d'ici, un autre atelier. Mbar Ndoye et ses apprentis s'activent dans la mécanique générale. Nous réparons les pannes notées dans les différents moteurs de pirogue, véhicules de tout genre. Mais nous n'avons pas d'équipement nécessaire pour notre protection. Parfois, on est confronté à des difficultés si nous ne mettons pas de temps à autre nos lunettes de sécurité.
Toutefois, au niveau de certains ateliers, des ouvriers prennent toutes les dispositions pour leur protection. C'est le cas de Mohamed. C'est un travail quotidien. On est habitué à le faire. Et nous sollicitons un accompagnement de l'État pour l'acquisition de certains matériels. Ça va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Dans cette activité de soudage, l'exposition aux fumées constitue un risque majeur pour les soudeurs métalliques, mais également pour les personnes qui travaillent à proximité. La crise climatique que traverse le monde montre toute l'importance de la protection civile. Les menaces sur la sécurité des populations sont multiples. Elles sont naturelles et humaines. La protection civile, c'est avant tout un engagement et une volonté, mais c'est aussi une organisation, des moyens et une conscience citoyenne. Action en amont, la clé de la protection civile. C'est une chronique signée Martia. La protection civile s'impose de plus en plus aux humains, naturellement pourrait-on dire sans exagération. Tant la nature semble en désaccord avec ceux-là qui en ont besoin. Protéger les populations contre les sinistres de plus en plus nombreux et variés, qu'ils soient naturels ou d'origine anthropique, n'est pas un exercice simple. De grands pays riches font face à cette équation difficile. Chaque année, ce sont des millions d'hectares de forêts millénaires qui sont anéantis, malgré des moyens financiers et techniques colossaux. Inondations, cyclones, sécheresses, coulées de lave, érosion côtière et glissement de terrain hypothèquent durablement des implantations humaines et activités vitales. Quand de tels événements se produisent dans les pays pauvres, déjà empêtrés dans leurs problèmes sans fin, c'est souvent l'impuissance et l'appel à une solidarité internationale parfois sourde. Quand ça brûle de partout, le chacun pour soi est à la porte d'à côté. Si beaucoup de menaces sont imputables aux perturbations appelées changements climatiques, d'autres sont le fait de l'homme très mauvais apprenti sorcier, ne mesurant jamais ses actes. En Afrique, les catastrophes pour lesquelles la responsabilité humaine est évidente sont multiples. L'urbanisation galopante, incontrôlée et sauvage conduit à la naissance de villes champignons hypertrophiées où la sécurité civile est loin d'être garantie. Entre les bâtiments qui s'effondrent comme des châteaux de cartes, les incendies ravageurs et les accidents industriels, maritimes et routiers, le funeste catalogue manque de pages vierges. Assurer une protection civile la plus salutaire suppose des actions énergiques en amont. Plus qu'un slogan, c'est pouvoir s'organiser, s'équiper, anticiper, sensibiliser, éduquer, amener le grand nombre à se conformer aux règles et aux normes de prudence définies. Il n'existe pas un domaine non réglementé, mais le grand mal, c'est notre inaptitude à nous aligner sur ce que nous nous sommes donnés comme bréviaire, ce dont nous nous sommes dotés, juste parfois pour la galerie. L'appât du gain, proche de la corruption, le déficit de conscience citoyenne, la désinvolture, voilà les ferments souvent à l'origine de malheurs, ouvrant sur des deuils, petites causes aux grands effets dramatiques, mais banalisés. Et voilà pour la page consacrée à la célébration de la Journée internationale de la protection civile. Et nous en venons à présent au journal des régions. Pour démarrer cette deuxième partie, retour sur le chavirement d'une pirogue survenue au large de Saint-Louis. Le Premier ministre Amadou Ba était sur les lieux hier. À l'hôpital régional de Saint-Louis, il a pu échanger avec les rescapés. Beaucoup viennent de la sous-région et travaillent à Joal. Le drame a fait 26 morts. Le Premier ministre pointe du doigt des réseaux bien organisés à combattre, nous dit Aram Dawa. Il me reste 5 minutes de mourir, donc je ne veux plus répéter ça. Ils ont vu la mort de près. Une vingtaine de compagnons de fortune engloutis par l'océan. Leur embarcation avait levé l'ancre à Joal. C'est un petit pilote qui est venu nous sauver, sinon c'était fini pour nous. Donc je ne peux plus recommencer ça encore. On a quitté ici le vendredi. On est allé jusqu'au Maroc. Le capitaine il nous a dit que nous n'avons plus d'essence maintenant pour aller en Espagne. Il nous a dit de se retourner. On s'est retourné la nuit du lundi. Bon, en vrai dit, le capitaine ne connaissait pas le GPS. C'est Dieu qui nous a sauvés, on est venu à Saint-Louis. Sinon, il s'est perdu directement. Quand on est venu à Saint-Louis, il y avait des petits bateaux qui
les petits pilotes qui lui avaient dit, bon, ne rentrez pas ici. Allez à Joal ou bien d'autres parties. Si vous rentrez ici, il y aura beaucoup de morts. Il a insisté de venir. Nous sommes descendus dans l'eau, beaucoup de personnes sont mortes, comme ça. Le récit devant le Premier ministre mêle tragédie et prise de conscience. D'où viennent-ils et qui sont-ils? Les horizons diffèrent et les profils aussi. Toi, tu viens de Guinée? De Zéro-Corée. D'accord. Kolda. Guinée-Conakry. Vous partiez où, en Espagne? Oui, c'est là-bas on voulait aller. Tu avais un petit travail ici? Oui, oui. Et tu laisses le travail pour aller mourir? C'était juste pour tenter la chance. Mais ça n'a pas marché, ça m'a donné une prise de conscience quand même. Que tout ce que tu avais était meilleur que ce que tu vas que tu cherches? Ok. Yow nag yow mi dëkk Saalum. foo loo doon liggéey Saalum. non man Dakar laa dem. Dakar nga nekkoon lan nga doon def foofu. dama doon jaay. da nga doon jaay. loo doon jaay. marchand ambulant. Marchand ambulant. Au Premier ministre, ils diront avoir été abusés car un fait frappe. Ils avaient tous un travail. Le prix n'était pas officiel. Il y avait des gens 250, 300, 400, 500, 600, 700. Et nous, on a payé 500 000. Et toi, tu es commerçant. Tu avais quelque chose. Toi, tu es marchand ambulant. Tu avais quelque chose et tu as payé. Et toi, tu viens de quel pays? De Guinée? Pays de Guinée, Zéro-Corée. Zéro-Corée? Oui. Tu faisais quelque chose? Des poissons. Poisson? Oui. Tu avais combien par jour à peu près? C'est pas officiellement parce que quelques jours, ils vont me donner un peu 2005 000. 2005 000? Et toi, tu avais combien par jour à peu près? Au moins 3 000. Par jour? 3 000, 5 000 par jour? L'aventure a coûté la vie à 26 personnes. Les corps répartis entre le centre hospitalier régional et la grande mosquée. Le Premier ministre a prié pour les défunts avant de se rendre à Gorumbach où ils ont eu les premiers secours. Le fait marquant, c'est que toutes les personnes que j'ai eu à interroger aujourd'hui à l'hôpital, et c'était devant vous, avaient des revenus qui tournaient autour en moyenne de 3 000 à 5 000 francs par jour, soit 90 000 ou 150 000 francs, ce qui est quand même un revenu, je pense, qui est raisonnable pour pouvoir bien vivre. Donc le problème n'est peut-être pas totalement économique. Le gouverneur l'a dit. Il y a quand même des réseaux bien organisés qui poussent des jeunes en usant certainement des réseaux sociaux et autres possibilités de propagande. Le drame a suggéré une enquête qui est déjà ouverte et les dispositions sont également prises pour accompagner les victimes. Le gouvernement a une stratégie et je pense que c'est encore plus que jamais. Nous allons redoubler d'efforts pour combattre ces réseaux mafieux. Je pense que c'est exactement ça. Combattre ces réseaux mafieux qui profitent de la faiblesse de certaines catégories de personnes pour les pousser vers un Eldorado qui n'existe pas. Le Premier ministre a transmis ici à Saint-Louis les condoléances du chef de l'État, aux services régionaux mobilisés, ses encouragements. Le drame remet au goût du jour la face hideuse de l'immigration clandestine. Voilà, le Premier ministre Amadou Ba qui était à Saint-Louis suite au drame maritime. Et le gouverneur a fait le point de la situation depuis les premières alertes. Un drame qui a mobilisé l'ensemble des services régionaux pour une meilleure prise en charge. Saint-Louis, comme beaucoup de zones côtières, fait face au phénomène de l'immigration clandestine. Beaucoup de tentatives ont pu être déjouées. Nous écoutons à ce propos le gouverneur Alioune Badara Samb. Je dois d'abord avouer que conformément aux instructions que nous recevons des hautes autorités, de M. le Président, de vous-même et de l'ensemble des ministres, il y a un dispositif au niveau territorial de lutte contre l'immigration clandestine. Ça veut dire les forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine en mer, la gendarmerie dans son secteur de compétences, la police pour démanteler sous la direction de Mme le procureur les tentatives d'immigration,
mais également l'antenne régionale de la division nationale de lutte contre le trafic illicite de migrants s'active chaque jour pour mettre en œuvre les stratégies qui sont définies par l'État et qu'on essaie de mettre en œuvre ici au niveau territorial. Ça veut dire donc que chaque jour que Dieu fait, comme nous en avons rendu compte tout à l'heure, il arrive que l'on, en tout cas, fasse échouer des tentatives d'immigration clandestine, qui, je dois l'avouer, comme nous tous nous le savons, pose des problèmes en fait d'explication. Parce que personne ne peut dire aujourd'hui que c'est parce que le Sénégal est dans une situation difficile. Les situations ont été pires et pendant ces temps-là, on n'a pas connu l'immigration clandestine. Pour la situation qui s'est passée hier du moins, les nombres, personne ne peut dire qu'il y a 300 et que c'est des chiffres qui sont avancés. Mais pour le moment, nous, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on a été avisé, on a mis en branle le comité de crise composé de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également les services de santé, particulièrement l'hôpital régional, mais également le SAMU. Donc sous la coordination du commandant Amadou Fall ici présent, qui s'activait en tout cas pour gérer un peu les secours. Nous avons mis en place une cellule de crise pour faire en sorte de recueillir donc ces dépouilles dans des conditions dignes. C'est important. Et d'ailleurs, c'est le bâtiment derrière qui est là, le bâtiment de la douane, qui nous a un peu servi de zone de transit pour toutes ces dépouilles-là. Présentement, nous avons donc 26 personnes décédées et 21 blessées. Donc 14 qui sont présentement au niveau de l'hôpital. Et pour rappel, ce drame en mer est survenu ce mercredi. Une pirogue chargée de plus de 300 personnes a tragiquement échoué sur les côtes de Saint-Louis. Le bilan initial est sombre, 26 morts et 21 blessés avec 3 cas critiques. Partis de Joal il y a une semaine, ces migrants voulaient rejoindre l'Espagne. Les opérations de recherche de la Marine nationale se poursuivent sans relâche. Les détails avec Abdouad. 21h, cette équipe des sapeurs-pompiers se charge d'évacuer les corps sans vie placés dans ce bâtiment, à l'abri des regards. Ce mercredi, 23 sont découverts sur la plage de Saint-Louis, entre Santhiaba et Gorumbach, sur la langue de Barbarie. Une autre victime a perdu la vie à l'hôpital régional, ce qui porte le total à 24 morts et 21 rescapés, rien que pour la journée du mercredi. À l'origine du drame, une pirogue de migrants qui a échoué près des côtes. Aujourd'hui, vers la mi-journée, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés de la présence de 2 corps sans vie échoués sur la plage à hauteur du quartier Gorumbach. Et à la suite de cela, un flux de personnes a commencé à débarquer de la plage, tendant à faire croire qu'il s'agissait effectivement de migrants clandestins. Immédiatement, les secours ont été mis en branle et ceux qui étaient blessés, parmi ceux échoués donc en mer, ont été pris en charge. Mais quelques heures après, nous avons été alertés de la présence ou de l'échouage de corps sans vie au niveau de la plage de Gorumbach et jusqu'à hauteur de Gendar, sur la frange côtière de Saint-Louis. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Un comité de crise est mis en place pour assurer la bonne gestion de la situation, avec un bilan qui risque de s'alourdir. La pirogue en provenance de Joal avait à son bord plus de 300 migrants. Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée malheureusement sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Madame le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées, donc c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partance vers le nord que cet incident s'est passé. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les rescapés reviennent sur les circonstances du drame. Maintenant trop, qui joue depuis mercredi. C'est très dur. La pirogue vient de Joal. Depuis mercredi, on a pris la mer. Arrivé sur les côtes marocaines, les capitaines se sont perdus et ont décidé de rebrousser chemin. C'est à notre arrivée vers l'embouchure que les ennuis ont commencé.
Il y a eu une panique dans la pirogue. Certains ont plongé dans l'eau. La pirogue s'est renversée. Nous avons reçu 20 patients, n'est-ce pas? 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients a succombé à ces blessures et finalement décédé. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès, mais qui est survenu sur les lieux. Ces patients ont été acheminés directement au niveau de la morgue. 10 des corps sans vie vont être acheminés à Louga. Les équipes de secours restent en alerte. La Marine nationale patrouille la zone depuis l'annonce de la nouvelle. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce drame survenu à Saint-Louis et qui a fait 26 morts. Et pour finir, je vous plonge au cœur de Fandène, joyau, sérère, niché à l'est de Thiès, où la foi chrétienne bat son plein en cette période de carême, unique par sa composition confessionnelle exclusivement chrétienne. Cette localité se transforme en un véritable centre d'adoration. Les lieux sacrés, tels que la paroisse, deviennent le théâtre d'intenses activités spirituelles. Marendiaï et Fontabachi pour le compte-rendu. 7 km à l'est de Thiès, au bas de Cérognier, Fandène, une localité sérère qui doit son nom à l'activité forestière de ses premiers occupants. Initialement, on nous appelait Padé-Padé. Padé, ça veut dire donc dépecer. Dans l'historique, en tout cas, on dit qu'ils sont arrivés et ils ont commencé à dépecer la forêt pour s'installer. Ce dépeçage-là, le terme Padé est arrivé de là. Padé-Padé, maintenant, donc avec le colon qui est arrivé, ils sont arrivés à Fandène. Fort de 6 villages, Fandène évolue dans un contexte confessionnel particulier. La population qui y vit est exclusivement chrétienne. Il y avait 4 villages. Fandène Djour, Ndjamdioro, Fandène Tchachi et Fandène Yaboy. Maintenant, Fandène Yaboy a donné Djayan. Donc, il y a les gens de Djayan donc sont sortis de Fandène Yaboy. Kerlika est sorti de Kernjour. Voilà, donc c'est ainsi qu'on a eu 2 villages supplémentaires qui ont fait les 6 villages totalement des Sérères et totalement catholiques. Ils sont devenus musulmans en allant par l'exode rural. Les jeunes filles se sont mariées à des musulmans et ainsi ils ont gardé la religion. En ce temps de carême, grand moment de ferveur religieuse, tous les fidèles se retrouvent à l'église pour des activités d'adoration. Le mercredi des cendres, quand les chrétiens ont su que c'était vraiment le moment crucial, ils ont jeûné et ils sont venus à la messe. Et la messe était à 17h30, l'église était pleine. Et le prêtre était content parce que, voilà, c'est vraiment une dévotion. Donc tout le monde recevait les cendres pour montrer qu'on est poussière, on va retourner à la poussière. Et donc ce jour-là, c'était un jour de jeûne qui était obligatoire. À l'intérieur du village, il existe une grotte dédiée à Marie, la mère de Jésus, un autre endroit fréquenté par les fidèles en ce temps de dévotion. La grotte était conçue par l'abbé Nyakadja. C'était parti par une petite chose. Bon, ils savaient que vraiment la grotte, c'est pour les rites mariales. Vraiment, donc la prière à Marie, la consécration à Marie. Et c'est ainsi que de prêtre en prêtre, chacun est venu avec sa manière. Et on a agrandi maintenant la grotte. Et même le prêtre d'actuel, l'abbé Patrice, il voudrait que ce soit vraiment un lieu prisé pour la prière. Chaque samedi, chaque jeudi, ils sont à la grotte. Donc, ils récitent le chapelet, ils font des prières à Marie. Et ça, c'est pendant le carême. Chaque samedi, il est organisé une prière spéciale avec la Légion de Marie. Elle est à l'entrée du village. Quand tu passes, tu fais le signe de la croix. Et tu peux même te retirer pour prier. C'est un lieu où on peut faire la prière. C'est calme. Et vraiment, tu peux faire tes dévotions comme tu peux.
La foi en Christ en bandoulière, Fondène dispose d'infrastructures modernes de base grâce aux efforts de l'autorité locale. Cela participe au rayonnement religieux de la localité au bénéfice de la population chrétienne. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après Khalisek pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.